Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Bullseye, ou re-bienvenue sur Bullseye, puisqu'on a le plaisir de lancer la saison 2 de notre podcast maison, qui était un petit peu en hibernation ces derniers mois. Et on revient en force avec des nouveaux formats à vous proposer, dont celui-ci, puisque le gros changement par rapport à l'édition précédente de Bullseye, eh bien, c'est que dorénavant, je ne serai plus juste avec une seule personne, mais bien avec plusieurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir non dissimulé d'accueillir une partie de l'équipe digitale cible. À ma gauche, j'ai Kevin. Ça va, Kevin ? Ça va, et toi, Alexandre ? Ça va très bien, Kevin. C'est très bizarre de t'appeler Kevin. Parce on l'appelle communément plus le Kéké ou le K. Ça dépend un petit peu qui s'adresse à toi, finalement. Oui. Ou Kev, si on se connaît pas trop. Ou Kev, voilà. C'est ça, pour les noms intimes. Voilà. Kev, qui est notre social media manager parmi tant d'autres casquettes. C'est ça. C'est ça. Et copywriter. Exactement. En face de moi, j'ai Laurence, qui est notre digital strategist. Salut. Tu vas bien, Lo ? Contente d'être sur ton premier podcast cible ? À fond. Je me réjouis de pouvoir débattre avec vous. Ouais, d'autant qu'on va avoir un sujet qui va bien nous faire débattre, je pense. Et puis, à droite, on a Jérôme. Jérôme, qu'est-ce que tu fais, Jérôme, ici, en fait ? Je suis social media manager, Kevin. Il essaye, en tout cas. Oui, j'essaye. Et aussi copywriter. Et copywriter, ouais, c'est ça. Bon, messieurs, dames, très heureux d'être avec vous. Ça me fait vraiment très plaisir qu'on fasse ce petit podcast ensemble, puisque on va aborder une thématique qui nous concerne directement de par nos métiers, mais qui concerne un petit peu tout le monde, puisqu'on va parler de la viralité. Alors, par viralité, il ne faut pas entendre Covid, mais plutôt viralité médiatique, c'est-à-dire le buzz sur les réseaux sociaux, mais autres médiums possibles et envisageables. Alors, la première question que moi j'ai à vous poser, c'est quoi la viralité pour vous ? Kevin, peut-être on va commencer avec toi. Moi, j'ai fait d'abord mon Jean-Michel Marketing. J'ai d'abord été voir sur le Larousse pour voir la petite diffusion. La petite définition, pardon. Et ça dit ceci, ça dit diffusion rapide et imprévisible de contenus divers, photos, vidéos, etc. sur Internet par effet viral, via les réseaux sociaux en particulier. Et en fait, moi, je ne l'aurais pas mieux dit. Pour moi, la viralité, en fait, c'est tout simplement un contenu que tout un chacun, donc un individu ou une marque diffuse sur les réseaux, mais qui est ensuite repartagé et qui mute, en fait. Voilà, qui est repris et qui change et qui est diffusé de personne en personne et devient hors de contrôle, si on veut. Dans la référence au virus, finalement, avec cette mutation. Exactement, tu as tout perçu. Merci pour cette définition très, très complète, digne du Larousse. Lo et G, je ne sais pas si vous avez une autre perception, peut-être de ce qu'est la viralité. Moi, j'ai fait un exercice très fainéant et très, très courant maintenant en agence, et j'ai demandé à ChatGPT, en fait, tout simplement. Je vais vous le lire, c'est très scolaire aussi, mais alors, il y a une petite nuance. Vous allez la découvrir. Donc pour ChatGPT, la viralité désigne le phénomène par lequel un contenu, une idée ou une information se propage rapidement et largement, souvent de manière exponentielle, à travers des réseaux sociaux, des plateformes en ligne ou des communautés. Alors je trouve que c'est intéressant dans la mesure où il intègre déjà la notion de digital, là où avant potentiellement le buzz se faisait dans les foyers ou au bureau ou dans les cours de récréation. Oui, c'est assez complet avec le Larousse et ChatGPT. Oui, pour moi, simplement, un contenu viral, c'est un effet boule de neige qui se répand et se transforme et rend le contenu incontournable et connu de tous. Il faut savoir que la viralité, finalement, en tout cas la dimension marketing virale, c'est quelque chose qui est quand même encore assez récent. C'est une terminologie qui est apparue vraiment un peu au début des années 2000 et qui s'est fortement développée, forcément avec l'apparition des réseaux sociaux du digital. Est-ce que vous avez peut-être un souvenir de contenu viral, mais qui date d'avant les réseaux sociaux, ou en tout cas quelque chose qu'on peut apparenter à de la viralité ? Je vois Jérôme qui a l'air très content là. Non, mais ça me fait rire parce qu'en effet, je pense que déjà avant que le mot buzz soit employé, il y avait ce principe de tendance où, on le définissait pas en fait. Il y avait quelque chose qui se passait, qui rentrait dans le quotidien des gens. Et je vais vous le dire en un mot, c'est je pense qu'on a tous le spot. Même avant ça, t'as même Waza. Ouais. Je pensais aussi au Waza, tout à fait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça part vraiment d'une marque, en fait, mais ensuite, ça a été détourné à toutes les sauces. Et la particularité pour le Waza, en fait, ce qui est marrant, c'est que les publicités de Budweiser n'ont jamais été diffusées ici en Europe, parce que la marque n'était pas importée ici.
Mais le Waza, lui, s'est exporté de fou, parce qu'il y avait la référence dans les films Scary Movie aussi, et il y avait eu un single Waza. Je sais pas si vous dans Scary Movie, je me souviens. C'est assez... Bah, c'est les trucs des fin des années 90, un peu malaisantes. Oui, évidemment, pour les plus jeunes, ne vont pas... Oui, ils n'auront pas vraiment la référence. On les invite à chercher sur YouTube ou sur Spotify. Les gens autour de cette table ont un certain âge, bien sûr, compris entre 31 et 38. Exactement, voilà, c'est ça. On connaît bien l'équipe, c'est bien. Je vais vous poser une question qui va peut-être susciter le débat, mais ça m'intéresse. C'est à quel moment, pour vous, un contenu il devient viral ? Parce qu'on a eu la notion du partage et de l'effet boule de neige, mais à partir de quel moment on peut se dire « Ok, là, il se passe un truc ». Moi, justement, c'est à partir du moment où la personne qui diffuse le premier message, le premier contenu, on perd le contrôle lorsqu'il est détourné à toutes les sauces, justement. Voilà. Et l'effet de masse. Oui, c'est ça. Moi, je pense que l'ADIS, il a trouvé auprès des récepteurs. Et là où avant, c'était le principe du on en discute à la machine à café, c'est peut-être un peu perdu à cause du digital, mais je pense qu'on retrouve cette viralité à partir du moment où on en discute de personne à personne. Donc maintenant, on s'envoie des reels ou des images, des mèmes sur les messageries, genre sur Instagram. Mais maintenant, quand on se le montre dans la vraie vie, je trouve que c'est le step plus loin, en fait. La vraie viralité, je pense qu'elle est là. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a aussi un effet hyper fédérateur dans la viralité ? Parce que moi, par exemple, il y avait une espèce de buzz comme ça, qui est devenu hyper connu et qui s'est un peu intégré dans la pop culture. On va y revenir sur cette notion de pop culture. C'est le... Ça vous dit quelque chose ou pas ? Moi, non. Ouais. Je sais que tu le fais beaucoup. Oui, mais moi, ça me dirait. C'est donc juste un bête mème où t'as un gars qui fait Can I get a oh yeah ? Et t'as un autre mec au bout de la rue qui lui répond oh yeah comme ça. Et en fait, c'est un peu comme le OK, let's go. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, il y a une fois, par exemple, j'étais en concert avec un pote et il y a un interlude entre 2 morceaux. Et il fait Can I get oh yeah ? Et t'as un mec random à l'autre bout de la salle qui lui répond. Tu vois, et t'as toute la salle qui commence à se marrer, etc. Et ce qu'il y a vraiment ce côté fédérateur qui permet finalement de connecter les gens entre eux. Tu l'évoquais quand on se montre des reels, par exemple, en vrai. Est-ce qu'il y a vraiment ce côté aussi inhérent au buzz qui est de rassembler les gens autour d'un délire, quoi ? Je pense qu'il faut que ce soit universel et que ça parle vraiment à tout le monde. Et c'est là où toi, tu en rigoles et quand tout le monde en rigole, que ça devient aussi un petit peu viral, même au sein de tes amis. C'est même il va faire tout noir ou qui arrivait dans les cours de récré. Voilà, c'est à un moment donné où tu peux arriver à jouer ça dans la vraie vie, que ça peut aussi devenir viral. Je pense qu'il peut diviser aussi, parce que y a le Kwakubé il y a quelques années, où autant les jeunes s'amusaient à faire un peu les cons en classe, autant chez les parents c'était un peu l'enfer, quoi. Mais là t'as l'aspect communauté, parce qu'il y avait que les jeunes qui comprenaient le Kwakubé au début, et c'était comme un pied de nez aux boomers et aux autres, même moi j'en faisais partie, je ne comprenais pas toujours le sens, et donc là il y a l'aspect aussi communauté. C'est une bonne remarque que tu dises que ce soit fédérateur, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut se rendre compte si on a les mêmes référents entre personnes. Parfois, tu vas envoyer un mime à un pote ou pire à un parent et ils vont rien capter du tout. Tu vois. Et donc, voilà, ça devient un langage presque. Exactement, ouais. Oui, c'est un métalangage. Juste une question, tant qu'on est là-dessus. Est-ce que pour vous, et je pense qu'on l'a tous connu et peut-être déjà fait une fois, les flash mobs, ça s'apparente à de la viralité ou pas ? Mais parce que c'était vraiment un délire, ça a duré quand même pendant un petit moment où t'avais vraiment des gens, c'était des manifestations réelles, quoi. Ouais, je pense que je vais pas dire que c'était à l'arrivée d'Internet, mais c'était au moment où l'Internet s'est popularisé. Et en effet, il y a eu de plus en plus de vidéos, je crois, au-delà du début d'Internet, mais je pense que c'est au début de YouTube. Oui, au début des vidéos, pour moi. Au début des vidéos. La facilité de pouvoir déployer des vidéos comme ça en masse. Mais moi, personnellement, j'ai jamais fait de flash mob. Non. Ok, tu rates quelque chose. On en a fait à Saint-Luc à l'école. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr. On en a fait la vidéo est sur YouTube. À un moment devenu, c'est devenu la mode dans les écoles. Et je pense que c'est vraiment le tout début, même maintenant, quand on voit TikTok, il suffit d'une danse et d'un bon son et ça lance vite un challenge. Je pense que c'était vraiment aux prémices. Les débuts de YouTube, les débuts de Facebook, et voilà, où on alliait vraiment la vidéo, la musique et les chorégraphies, qu'elles soient en groupe ou seules. Vous venez de parler de YouTube. J'ai une question de connaissance générale. Et je sais que c'est quelque chose qui fait défaut aux gens de cette table. Allez, c'est gratuit. Est-ce que vous savez quelle est la première vidéo YouTube qui a dépassé le 1 million de vues ? Et la date. Je connais la photo Instagram qui a eu le plus de likes, mais la vidéo YouTube, ça,
C'est pas le gars qui a lancé le créateur de YouTube dans le zoo, c'est pas ça? Non. Non? Celle-là avec Instagram, c'est l'œuf, non? Il y a d'abord eu le selfie, je pense, avec... Hollywood Selfie. Oui, Hollywood Selfie. Et puis, il y a eu Kylie Jenner. Et puis, il y a eu l'œuf, Okay, qui a été repris d'ailleurs par Kylie Jenner, où elle cassait l'œuf de manière un peu vénère pour montrer qu'elle avait compris le buzz. Du coup, pour vous donner la réponse, c'était une pub Nike, ou Nike. Je ne sais jamais si c'est Nike ou Nike. Ça dépend où on nous Ça écoutera. dépend, on va rester dans le français. Donc, c'était une pub Nike avec Ronaldinho. Qui a dépassé le 1 million de vues en 2005. Ça me dit rien du tout. Voilà. Mais c'était vraiment l'époque glorieuse du football avec Joga Bonito, etc. À mon avis, on ne fait pas partie du mais million voilà. de vues. On est pas dans la cible. Mais voilà, c'est ceux qui aiment le foot, je vous invite à aller voir cette petite vidéo avec juste le plus grand joueur du monde. Hein. C'est un fait avéré. Donc voilà pour la petite statistique. Mais donc on a un petit peu abordé effectivement donc l'aspect plus pub, YouTube, etc. Est-ce que pour vous, donc avec l'évolution qu'on a pu observer au fil des dernières années d'un point de vue digital et l'émergence des réseaux sociaux sous différentes plateformes, est-ce que pour vous cette notion de viralité, elle est devenue vraiment exclusive aux réseaux sociaux, ou est-ce que c'est quelque chose que les autres médias peuvent encore utiliser Je dirais pas qu'elle est exclusive, mais en tout cas, elle part principalement des réseaux sociaux. Et donc, comme GG l'a dit tout à l'heure, voilà, ça finit autour de la machine à café, en réunion de famille, entre potes, etc. Mais souvent, ça arrive bien plus tard. Et alors, lorsque ça arrive aux médias traditionnels, souvent, c'est trop tard. Souvent, on est à la fin du buzz. Oui, ils essaient de s'en emparer, de les recopier, mais ça marche pas, quoi. Bah oui, comme vraiment, qu'il vient de 4 mariages pour une lune de miel, je pense. Vraiment. Bah ça, clairement, ça démarre de la télé et puis ça arrive sur les réseaux sociaux et puis dans la vie de tous les jours. Cela dit, moi je trouve qu'il y a une certaine forme de validation quand les médias traditionnels s'approprient le buzz pour essayer de le définir aussi. Parce que là, ça veut dire que c'est devenu tellement populaire qu'on essaye de l'expliquer au plus grand nombre et du coup, bah ouais. C'est vraiment viral. Mais tout à l'heure, j'évoquais le terme un peu pop culture, mais c'est vrai qu'il y a des contenus viraux qui sont vraiment devenus, qui sont restés ancrés finalement un peu dans le langage quotidien, quoi. Enfin, par exemple, c'est vrai que le vraiment, même nous ici, on l'utilise. C'est ça. Mais je pense que pour la viralité et le buzz et les tendances, c'est comme la courbe d'adoption d'un produit. Il y a vraiment les early adopters qui du coup prennent la tendance au plus tôt. Et puis à un moment donné, quand tu arrives vers la fin, c'est presque has-been de l'utiliser dans une publicité ou autre. Donc, il faut vraiment être là au début. C'est quoi les caractéristiques d'un contenu viral? Hormis l'effet boule de neige dont on a parlé, est-ce que pour vous, il y a des ingrédients qui font qu'un contenu a plus de chances de devenir viral qu'un autre? C'est difficile d'avoir la recette exacte, sinon on l'utiliserait au quotidien pour tous nos contenus. Moi, je pense simplement qu'il y a certaines choses, en tout cas, qu'il faut respecter. Il faut être en lien avec son temps, il faut jouer avec l'humour, il faut essayer de faire des contenus qui parlent au plus grand monde, qui font écho de notre quotidien. Et là, à un moment donné, je pense que ça peut se propager, mais il n'y a pas de recette miracle pour moi. Je pense qu'il y a une grande partie d'éléments qui font le buzz, mais qui font le buzz malgré eux. Moi, j'ai un exemple en tête, c'est la chaise à papy. Je sais pas si vous en souvenez. Oui, juste, c'est vrai, avec les inondations. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le commercial, dans le marketing, mais c'est une vidéo, à mon avis, qui a fait le tour de tous les pays francophones. Je pense pas que la dame qui a fait la vidéo à la base se rendait compte de l'impact que ça allait avoir. Moi, je crois que je vois pas ce que c'est, moi, par contre. Non, c'est simplement avec les inondations de Liège. À un moment donné, l'eau rentre complètement dans le garage et une femme crie « La chaise à papy !» Et puis alors elle gueule sur le mec parce qu'il y a un mec qui traverse la rue et qui inonde encore plus son garage avec son et qui l'insulte, etc. Ouais. Ouais, la chaise à papy. Donc pour moi, il y a plusieurs approches. Là, ici, je pense que c'est le fait que ce soit très drôle, hein, avant tout, même si c'est un contexte un peu dramatique quand même avec les inondations. Mais parfois, c'est incontrôlable. Vraiment, ça arrive à la bonne personne qui la transmet à un public, à une audience plutôt large. C'est une boule de neige, quoi. Ouais. Moi, il y a quand même un critère qui est, j'ai l'impression, assez commun à tous ces contenus-là, c'est juste l'humain, en fait. C'est que tu te dis, en fait, c'est des gars comme vous et moi qui font n'importe quoi devant leur téléphone. Parfois, comme tu disais, pas sans le savoir, quelque part. C'est pas du tout intentionnel, mais il y a quand même ce côté humain qui ressort à chaque fois. Est-ce que ce côté humain, finalement, c'est un peu ça la différence entre la capacité qu'ont les gens à créer le buzz et des marques qui éprouvent peut-être plus de difficultés
à rentrer dans cette dynamique? Oui, pour moi, il y a beaucoup de ça. Mais ceci dit, je vais un peu revenir en arrière aussi pour les éléments qui font le buzz et qui font que les gens se partagent le contenu. C'est que il faut que les gens en fait mettent en avant une situation commune. On parlait de l'élément fédérateur tout à l'heure. Et pour moi, un élément qui souvent donne de bonnes chances de créer le buzz et de créer le partage, parce que finalement c'est un petit peu ça qu'on recherche nous aussi en tant que social media marketeur, c'est de mettre en avant une situation où on sait que la personne à qui on l'envoie va avoir le même référent. Et donc, on appelle ça finalement l'effet « c'est trop ça », tu vois. Ouais. Et donc, voilà, il y a plusieurs exemples. Un des contenus viraux de cet été, je ne sais pas si vous voyez cette espèce de bobo français sur son ukulélé qui fait « wow ». Lui, il a été détourné des milliers de fois, justement, avec à chaque fois une petite caption, une petite légende. Quand je bois mon thé. Voilà, c'est ça. Lorsque je vais avec ma propre tasse au Starbucks, tu vois, genre, ça y est, je suis bobo, je protège l'environnement, etc. Ouais. Et donc ça, la personne qui envoie ça, tout simplement, a le même référent que la personne à qui elle l'envoie. Donc pour moi, c'est le dénominateur commun qui, et je reviens à ta question, est forcément humain. Mmh. C'est un peu des satires finalement de notre propre existence, pour les autres trucs un peu plus philosophiques, mais c'est un peu ça. C'est comme tu dis, ah ouais, c'est trop ça, c'est pour ça que ça marche, quoi. Ouais, moi je pense que ça peut être un refuge aussi, parce qu'il y a des choses qui sont devenues virales. J'ai un exemple en tête, c'est la jeune fille qui s'était fait tatouer des étoiles sur le visage. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, oui. ça avait fait le buzz. Ouais, ça remonte. Mais là, on est sur un cas. Non, abuse. Mais on est sur un cas typique où là, c'est devenu viral et je pense qu'il y avait un peu un aspect de moquerie, un peu de réassurance où les gens se disaient oh, vraiment conne, tu vois, et tu te dis, ça te rassure un peu sur les choix que tu peux faire et finalement, elle n'a vraiment pas eu de chance. Après, il y a aussi d'autres contenus viraux où il y a plus, comme toi, tu le disais au tout début avec la définition de ChatGPT avec cette idée de communauté. Quand on voit le mouvement MeToo, Black Lives Matter, etc., ça c'est d'office aussi de la viralité, mais qui crée de l'engagement et où il y a vraiment derrière une vraie volonté de rejoindre un mouvement. Et il y a aussi tout ce qui est, et peut-être on a dit avec la danse, l'appel à l'interaction, ça marche assez bien. Et je me souviens de l'Ice Bucket Challenge, je pense, au tout début de Facebook. C'était fou, où les gens se renversaient un seau d'eau glacée sur la tête. Puis après, maintenant, avec TikTok, je pense qu'il y a eu aussi la tomate feta, là, où la recette que tout le monde s'est dit, ça a l'air trop bon. Et ça a même été en rupture de stock, la feta, dans plein de pays, parce que avec TikTok et la recette de feta et de tomates, les gens avaient envie de reproduire la recette chez eux. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire avec le Ice Bucket Challenge. Un truc qui était fascinant à l'époque, c'est que tout le monde le faisait, sauf qu'il y a pas mal de monde qui ne savait pas l'initiative derrière. Ouais. Pour rappel, en fait, c'est un défi lancé pour sensibiliser à la maladie de Charcot. Mais je pense que en contexte, pas grand monde. Non, c'est devenu fun quoi. Et c'était plus du tout le. Les gens le faisaient pour le fun, sans vraiment savoir l'impact que ça avait derrière. C'est aussi toute la spécificité finalement de la viralité, c'est la récupération. Je sais plus qui le disait tout à l'heure, mais cette récupération-là, il y a toute cette frontière en fait finalement entre différents secteurs et le métier d'influenceur qui... Tout le monde veut devenir un peu influenceur à sa sauce maintenant. Ça, c'est une tentative de séduction. Je pense que sur les politiques, mais les marques le font aussi. Et parfois, ça fait plouf. Mais quand ça fait plouf, ça peut faire du mal à une marque. Généralement, il y a ce principe de top topical aussi que les marques essayent souvent de s'approprier. Il y a ce manque d'authenticité dans le message qui fait que l'audience n'est pas stupide non plus et voit qu'il y a une espèce de récupération un peu grossière. Ça, on le voit aussi avec toutes les marques qui essayent de récupérer des influenceurs. Ils payent un influenceur pour faire un contenu. Et au final, il lui demande de changer tellement la création de son contenu que ça devient un peu cringe. Et c'est pour ça que maintenant, on en vient à faire appel à des créateurs de contenu inconnus qui vont créer des contenus qui parlent aux jeunes plutôt que des influenceurs où on utilise l'image, on leur demande un contenu qui leur appartient même pas trop et on sent le forcing et le push de la marque. C'est le terme cringe que tu as utilisé en fait, parce que maintenant les consommateurs ont vraiment le droit à la parole sur les réseaux sociaux et je pense que, donc, pour recontextualiser, le mot cringe qui est utilisé par les jeunes, c'est vraiment le malaise. C'est le malaise. C'est le malaise, c'est et là, le gros je pense malaise. que le mot cringe malaise, c'est vraiment une espèce de droit de réponse des consommateurs à des contenus de récupération qui sont complètement déplacés, quoi. Il y a, je pense que tout autour de cette table, on l'a tous vu, et à mon avis, si vous nous écoutez et que vous vous intéressez un peu à ce genre de choses,
aussi, c'est le Leclerc de Pont-l'Abbé. Oui. On l'a tous en notre on l'a tous. Non, mais parce que ces mecs-là, ils ont repris. Et pour le coup, c'est un bon contre-exemple de marque qui s'est emparée d'une trend et qui marche super bien. Assez tôt. Parce que maintenant, il y en a qui le feraient ou qui imiteraient, ils sont trop tard. Et donc, ça semblerait être. Maintenant, on dit même faire du Leclerc. Oui, c'est ça. Et pour contextualiser, parce que voilà, c'est fort visuel, mais la trend, c'est on prend une espèce de vidéo un peu gag, entre guillemets, un mec qui se casse la tronche, un oiseau qui défèque sur un câble, etc. Et ça fait une transition vers un truc réel. Donc, par exemple, dans leur magasin, je vais reprendre l'exemple de l'oiseau qui défèque sur le câble. C'est donc la déjection est blanche et la transition, c'est on voit le mec qui en fait fait dégouliner de la crème solaire sur son bras en disant cette semaine chez Leclerc c'est 50% sur nos crèmes solaires, etc. Et ils ont une interaction, un engagement de fou quoi. Incroyable. Il y a même des gens apparemment qui quand ils passent en France, ils font le détour exprès pour aller chez ce Leclerc là pour aller acheter chez eux et rencontrer les community managers du truc quoi. Oui, le mec est devenu une star, carrément. Et oui, mais une des raisons pour laquelle ça a très bien fonctionné, ces contenus-là chez Leclerc, de un, comme tu l'as dit, ils ont sauté dessus tout de suite sur la trend, mais aussi ils restent authentiques en fait. Tu vois que c'est fait maison par une petite équipe de community managers. Bon, ils font ça, à mon avis, ils t'en sortent 2-3 par jour, mais ça reste fait maison et donc ça fonctionne. Et je pense que pour TikTok, il faut publier souvent. Parce qu'il y a aussi quelques tips que TikTok te donne pour garder de la viralité et pour avoir des contenus qui performent. Donc, eux, ils postent souvent. Et puis, il faut dire que certaines vidéos sont très bien faites. La transition est parfaite. Donc, voilà. Pour moi, c'est un cas d'école. Hein, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le contexte derrière. Donc, en cherchant un peu, j'ai vu qu'il y avait 2 personnes, en fait. Derrière ça, c'est Thomas Cambou et Noémie Gégou. Alors, ce qui était drôle, c'est que dans l'article sur lequel je suis tombé, il y avait en légende de la photo de 2, c'était artisan du buzz. Et je trouve que c'est assez bien dit parce que finalement, il y a un peu ce côté épicier pour Leclerc, même si c'est une grande chaîne de magasins. Mais alors, il faut aussi se dire que ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Donc, il faut savoir que Thomas Cambou, il est en charge des réseaux sociaux du magasin depuis 9 ans. Okay. Donc, c'est quand même un travail de fond. Et alors, ça, c'est intéressant parce qu'on avait été voir avec Kevin le feed Instagram pour voir les vidéos. Et on voit une évolution en fait de ce contenu. Et dès qu'il y a eu la trend, c'est là que ça a démarré. Mais je pense qu'il a, il a eu quand même le nez fin. Ah ouais, c'est le nez fin. C'est le nez fin. Mais là, dans l'article en question, il disait que on a un pouce énorme parce qu'on scrolle toute la journée à la recherche de nouvelles trends. Et alors, ici, il vous dit, ça c'est un élément important, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est qu'il y a un terreau fertile, c'est la confiance des annonceurs. Parce que lui-même dit, on a carte blanche, on n'a jamais demandé l'autorisation de faire telle ou telle vidéo. Et ça arrive pas très souvent. Ouais, c'est vrai. Y a une confiance absolue dans le social media manager et je trouve que c'est... Voilà, là, dans ce cas-ci, ça a payé. Parce qu'il voit que ça fonctionne aussi, quoi. Ouais. Par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a d'autres franchisés Leclerc qui ont essayé de faire la même chose et ça marche pas du tout. Non. Oui. C'est pas authentique, tu vois, c'est de la récupération, encore une fois. Ouais, et puis aussi, le gars dont j'ai oublié le nom, mais c'est toujours le même. Donc, il incarne vraiment cette trend-là et quiconque va réessayer, même en le faisant aussi bien, ça ne marcherait pas parce que voilà, il incarne. Ouais, puis il a la tête, il a la voix, il a une forme de parole. C'est vraiment un même sur pattes quoi. Le gars, mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette traîne-là, en fait, et là où vous disiez il a eu le nez fin, c'est que cet aspect de transition fonctionne super bien avec le type de produit qu'ils vendent, quoi, en fait, parce qu'il a tellement de choix dans ses rayons qu'il peut se dire ok, je vais prendre cette vidéo là et ça va fonctionner, quoi. Moi j'avais un autre contre-exemple en fait de marque ou en tout cas de business qui a bien fonctionné en termes de buzz. C'est Alexia Blanchy, que tu connais bien. C'est oui. Agente immobilière du côté de... Exactement, Audace, du côté de Bordeaux, qui a fait le buzz. Alors, je ne sais pas si c'est malgré elle ou pas l'origine du buzz, mais en se mettant dans des situations justement très, très cringe et malaisantes, en mettant en avant soit des propriétés, soit des quartiers où se trouvent des logements qu'elle essaie de vendre. Ouais. Et à chaque fois, c'est des mots-clés complètement en décalage avec finalement le discours habituel. Et c'est ça qui a plu aux gens finalement. Et finalement, elle a rebondi là-dessus. Et elle ne fait plus que ce genre de vidéos un petit peu malaise, mais qui sont maintenant assumées. J'ai pas du tout la référence, mais du coup, c'est une espèce de contenu cringe à la base, mais assumé après alors. C'est ça. Moi, je crois que c'est ça. C'est ma théorie. Ouais. C'est pas des biens immobiliers de merde qu'elle vend, qu'on soit d'accord. C'est minimum 1 million. Okay. Voilà, c'est quand même du luxe, quoi. C'est pas la tante Quechua. Mais oui, franchement, c'est vraiment jouer sur le cringe pour faire toujours de la surenchère par rapport à ça.
Après, est-ce que c'est fait exprès, pas fait exprès? Je sais pas, on a chacun notre théorie, mais... Donc le prochain step, c'est l'Office du tourisme de Bordeaux qui fait appel à elle pour mettre en avant la ville. Il y a moyen, ce serait possible. Peut-être que la ville va à un moment se dire, en fait, elle peut devenir notre ambassadrice parce que ça reste dans l'esprit des gens, quoi, tout simplement. C'est la promesse, finalement, de la viralité, quoi. Et justement, en parlant de promesse, c'est une transition toute trouvée, mais est-ce que pour vous, c'est quelque chose qu'on peut promettre, la viralité? On a déjà un peu répondu dans ce podcast en disant que c'était compliqué à contrôler, on entend bien, voire impossible en fait. Mais est-ce que c'est une promesse que si un jour un client vient en disant « moi je veux faire le buzz », on lui répond quoi? En plus, il y en a beaucoup moi, qui sont déjà venus en salle de réunion et qui a annoncé « on veut faire le buzz ». Ok, on peut travailler à créer du contenu qui se rapproche le plus de ce qu'attend le public, mais on ne peut pas promettre un buzz. Pour moi, ça appartient au public. Moi, je crois que si un client dit on veut faire le buzz, la première chose à lui dire, c'est on dit plus faire le buzz. Oui. Ça fait saut de 2010, je crois. Mais non, pour moi, ce serait irresponsable. Voilà. Ce serait irresponsable de pouvoir promettre le buzz, ou alors c'est vraiment, il faut le budget, une carte blanche et croiser les doigts très très fort et mettre les bonnes personnes autour de la table. Mais... Tu t'es croisé les doigts? Même avec un gros budget, c'est pas spécialement pas garanti. Ouais, c'est ça. C'est pas garanti parce que je pense en plus, moi qui m'occupe plus de la partie payante des médias sociaux, tu peux avoir le meilleur contenu et le plus gros des budgets. Si ton contenu n'intéresse pas dans les 4 premières secondes, personne ne va voir jusqu'au bout. Donc parfois, il y a même juste une petite vidéo en organique peut être plus facilement virale qu'un gros contenu payant. Ça, c'est sûr et certain. Oui, puis on en revient à tout le débat. Est-ce que finalement, l'identité des marques et finalement cette forme de sérieux que certaines marques ont envers elles-mêmes, est-ce que c'est pas justement un frein aussi à des viralités potentielles? Parce que comme on le disait, là on avait l'exemple avec l'agent immobilière qui joue sur le cringe. Les 3/4 des contenus viraux, c'est quand même des conneries à la base. Est-ce que justement les marques, si elles veulent créer cette viralité-là, est-ce qu'elles sont pas en fait leur propre ennemi dans ce contexte-là? C'est très profond. Oui, c'est très profond. Je m'en suis rendu compte en voyant vos regards. Non, mais je pense que c'est très vrai. En général, quand on a une marque ou un service qui vient et qui nous fait confiance, on doit prendre tout en compte. On doit prendre son image, on doit prendre quand même ce qu'elle veut créer chez les gens, ce qu'elle veut offrir. Et donc, on ne peut pas se permettre de tout faire et sûrement pas du ridicule. Et c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que les contenus viraux sont rarement très pertinents ou intelligents. Messieurs, un avis? Oui, mais est-ce que les marques sont leurs propres ennemis pour répondre à ta question? Si leur objectif, c'est d'avoir une image très maîtrisée, oui. Mais par contre, là, on l'a vu avec les exemples, si elles acceptent de lâcher prise, d'assumer derrière, de répondre aux commentaires bons ou mauvais, pour moi, il y a quand même moyen. C'est pas impossible de créer un contenu viral. J'évite de dire buzz. Un contenu viral en tant qu'entreprise. Mais voilà, il y a des conditions à mettre en place. Et la première, c'est souffler un peu et avoir un petit peu des balls. Et peut-être que c'est vrai que maintenant, il y a tellement de réseaux sociaux différents qu'on pourrait se dire, sur Instagram et sur Facebook, je reste plus classique. Et puis, je m'autorise peut-être quelques libertés sur TikTok. Voilà, maintenant, on a assez de réseaux que pour avoir des contenus différents qui parlent à une cible différente. Et c'est vrai que ça m'a fait penser, je pense que c'est Decathlon. Au début, il y a 10 ans, on faisait du community management où on devait répondre à chaque personne, on faisait de la veille. Et en général, on avait une FAQ du client. Moi, je me rappelle pour Senseo qui était ultra clair. Il pose telle question, il y a telle réponse. Et Decathlon, je pense, après quelques autres, se sont permis à avoir un ton un peu pertinent, à pouvoir un peu rentrer dans le client. Et ça a amené plein de familiarité et de proximité avec la marque. Ça me fait très plaisir que tu l'abordes parce que justement, c'est une des questions que j'allais vous poser, c'est qu'on a beaucoup parlé de contenu finalement vidéo dans la thématique viralité, mais en fait, la viralité, il n'y a pas que de la vidéo. Il y a notamment des posts sur X, anciennement Twitter maintenant, merci Elon, où par exemple, Decathlon, on a déjà tous vu un post du CM qui éclate complètement les mecs en disant « ouais, vos produits c'est de la merde », etc. et qu'ils le répondent d'une manière incroyable, quoi. Ouais. Burger King, on peut les citer, c'est quand même des génies à ce niveau-là. Oui, avec quand ils reprennent carrément sur leur magasin le tweet il n'y aura jamais de Burger King près de chez moi. Détrompe-toi, on arrive. C'est brillant. Ouais, c'est une autre façon de créer cette viralité-là, et comme tu disais, finalement, de créer de l'attachement à la marque, parce qu'au final, c'est ce que peut-être les marques recherchent le plus, c'est ce lien avec le consommateur et cette fidélisation à travers quelque chose qui est peut-être pas forcément hyper tangible ni hyper sérieux à la base, quoi.
Ouais. Et encore une fois, il y a l'élément humain au centre. Hein, tu parles de Décathlon, le fameux Yann, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait, t'es devenu une star justement pour ces gros clashs. Et puis, c'est aussi ce que fait Burger King. Ils mettent en avant finalement le travail des community managers et c'est ça qui plaît aux audiences sur les réseaux. Est-ce que vous diriez qu'il y a moins cette volonté de toucher les masses, entre guillemets, et de mieux cibler son public pour avoir un public qui est plus fidèle? C'est la force de la multiplicité des réseaux sociaux, mais aussi des influenceurs. Hein, On recommence. Multiplicité. Tu peux le redire, s'il te plaît, Jérôme, on n'a pas compris. On coupera ça. Je ne sais pas. Voilà. Non. Je pense que c'est la force du digital et le fait d'avoir une multiplicité de supports. Voilà, je l'ai perdu. Mais non, moi, en tout cas, je rebondis sur le fait que je crois que l'audience, c'est vraiment la clé, comme tu l'as dit. Pour toutes les marques, il faut se dire à qui est-ce que j'ai envie de parler, comment. Et à ce moment-là, on choisit le bon réseau, le bon ton, et surtout, on garde vraiment à l'esprit qu'il faut être dans la proximité et dans le vécu des gens. Mmh. Et c'est pour ça, quand tu dis, quand un client vient et dit j'ai envie de faire le buzz, je pense qu'il faudra l'arrêter et lui dire faut faire du vrai. Et peut-être que le vrai, à un moment donné, les gens auront envie de le repartager. C'est ça, le message, quelque part, c'est un petit peu le contenu viral n'est pas forcément le juste contenu qu'il vous faut, quoi. C'est ça. C'est ça. Mmh. Exact. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. J'ai juste encore une petite dernière thématique à aborder avec vous. Est-ce que, on a un petit peu abordé justement ici avec les marques, etc. Est-ce que cette viralité dont on parle depuis le début de cette émission, c'est devenu le Saint Graal pour tous les communicants, tous les marketeurs, toutes les marques? Est-ce que l'objectif ultime, quand on fait une campagne, quand on crée du contenu, c'est que ça devienne viral? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un bonus? Pour moi, c'est un bonus. Je peux en parler parce que ça fait partie aussi de mon métier. C'est un bonus. Maintenant, ce qu'on fait attention, et c'est pour ça aussi que le digital prend de l'ampleur, c'est surtout au comportement des personnes via nos publicités. Parce que maintenant, on peut tout traquer, on peut tout analyser. On sait combien de secondes la personne a regardé la vidéo. On sait sur le site quel comportement elle a eu. Donc, je pense que c'est plus sur l'analyse de quel comportement mon audience a eu avec ma publicité. Et si après on devient viral, c'est sûr que le client il dira merci. Mais je ne pense pas qu'il vient en ayant un but de viralité, puisqu'en plus, la viralité, elle peut vite être détournée, on l'a dit. Mmh. Elle peut vite être imitée. Donc, c'est très dangereux, la viralité, au final. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où elle peut aller et puis on ne peut pas la maîtriser. Ouais. C'est absolument pas le but et le saint graal de social media manager ou marketeur d'avoir la viralité, puisque ton but, toi, c'est de diffuser un message à une audience. Donc voilà, si on reprend nos clients, le but, c'est de démontrer la qualité des maisons de nos clients, la qualité des services de cabinet d'avocats, etc. Mais si, par contre, on parvient, à partir d'un contenu, d'obtenir une certaine viralité pour augmenter notre audience, comme tu dis, c'est bonus, mais il faut considérer ça comme le tout premier levier, le tout premier niveau du funnel de conversion. Mais après, il faut arriver avec des arguments et des contenus plus sérieux pour faire passer le message et puis voilà, convertir ton audience, la fidéliser, etc. Donc, Jérôme, un avis Non, pour moi, oui, en effet, si ça permet de travailler la notoriété, très bien. Pour moi, la viralité positive, à fond. Si on peut, ça se provoque, parfait. Mais il y a quand même pas mal de cas de figure où il y a une viralité négative. Oui. Où j'avais un exemple en tête, c'est celui des lasagnes au cheval de chez Findus. Ça a fait le buzz. Des lasagnes au cheval. Ouais, oui, tu te souviens pas? Il y a du cheval dans les Findus. Je savais même pas que c'était possible. Non, alors c'était pas l'idée initiale, c'était des lasagnes bolognaises, ah, ok, si je dis pas de bêtises. Mais ils se sont rendus compte qu'il y avait des traces de viande de cheval, en fait, dans les lasagnes. Et pas grand monde est fan de la viande de cheval à leur insu. Oui. Et si je dis pas de bêtises, ils ont bien souffert de ce bad buzz. Pas de buzz l'éclair. Oui, moi je voudrais juste revenir sur quelque chose. On demandait justement si la viralité c'était uniquement sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est aussi dans la vie de tous les jours. Et l'ancêtre de la viralité, c'est sûrement le bouche à oreille. Où on dit qu'il faut aller, aller au boucher du coin parce qu'il est succulent. Je pense que les marques, elles préféreront avoir un bouche à oreille que de la viralité. Exact. Écoute, c'est une très belle phrase de conclusion, Lo, merci. J'aurais pas sorti mieux. Alors, je vous avais promis, avant qu'on se quitte, de faire un petit jeu. Ah, trop bien. Ouais. Alors, imaginez que moi, je suis une marque
d'accord. Je lance, on va dire, prenons un exemple, un nouveau déodorant. Alors la particularité de ce déodorant-là, c'est que c'est un déo biodégradable, durable, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si scientifiquement c'est possible, mais moi, voilà, je l'ai inventé, donc voilà. Comme la bulle d'eau qu'on pouvait boire, mais là, tu la mets sous l'aisselle et tu clapes le bras. Voilà. Donc j'ai ce produit-là, je vais en faire la promo. Vous trois, vous êtes 3 influenceurs, présents sur Instagram et TikTok majoritairement, spécialisés en cosmétiques. Alors, si vous êtes curieux, vous irez voir nos looks sur le site de l'agence ou sur le visuel du podcast pour voir pourquoi c'est très drôle. Parce que je pense que personne ici n'a la tête de l'emploi. Enfin bref. Donc vous êtes 3 influenceurs spécialisés. C'est Kev qui a les plus longs cheveux. Ouais. Tu mets quoi sur tes cheveux? Rien du tout. Non, c'est naturel. Ok, d'accord. Le poil soyeux. Vous êtes 3 influenceurs spécialisés en cosmétiques. Moi, je viens vous trouver avec ce produit. Je vous dis, voilà, je veux que vous fassiez faire un partenariat avec mon produit. C'est quoi votre idée pour que le contenu devienne viral? Donc là, je joue le rôle du client un petit peu... Et ton déodorant est révolutionnaire. Il n'y en a pas un autre sur le marché. Mon déo est révolutionnaire. Et il coûte 30 €. La promesse, c'est quoi? C'est anti-tache, odeur Mais donc la promesse, c'est que tu vas avoir un déo... C'est le déo engagé, en fait. C'est en gros... Oui, tu peux recycler totalement le contenant, quoi. Tu peux tout faire. Le contenant, le contenant se dégrade le contenant se entièrement dégrade, dans la nature. Dans ta poubelle organique. Ouais, tout à fait. Le contenu se dégrade. Vert. Et alors comment dire, le déo, le spray, enfin je sais pas comment on appelle ça. Lui, c'est une senteur fleur de bois, par exemple. Et... Moi, je fais appel à celle qui fait la danse de la forêt. Comment elle s'appelle encore? Josiane Pichet. Josiane Pichet, danse de la forêt. Et je fais un petit combo avec elle pour promouvoir ton déodorant. Ça me plaît beaucoup. Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Moi, pour rester dans l'actu, on avait dit qu'on... C'était pas le but de faire des partenariats avec des gros influenceurs, mais... C'est ce qu'on fait tous les 3 au final. Je le file à Inoxtag, qui a sorti justement son docu sur la Kaizen, sur son ascension de l'Everest. Et voilà, je le fais monter la montagne, il met du déo, il laisse sa canette là, et puis il redescend, et toujours frais. Ok. Après, problème... et la canette peut se dissoudre en haut de l'Everest. Ouais, j'allais dire, en fait, le problème, c'est qu'elle va peut-être congeler, non? À côté du corps, là, qu'ils ont laissé en haut, d'ailleurs. Parce qu'elle est biothermique, donc elle va... Alors, un gros timelapse. C'est vraiment biodégradable. Tu la laisses dans un bac, tu fais une petite vidéo timelapse et tu la vois. Dans ton conteneur vert. Ouais, c'est ça. Simple, efficace. Mais je pense que je vous engage tous les 3, en fait. Bon, parce que j'ai un budget limité. Donc, j'allais dire, il a le moyen. On fait 3 campagnes. Et puis si un jour il y a moyen de l'amener à Dubaï aussi, parce que c'est un petit peu le royaume des influenceurs, ce sera pour un deuxième épisode. Les amis, merci beaucoup pour cette petite thématique. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous dire quelle était la meilleure idée pour promouvoir mon déo biodégradable à la senteur fleur de forêt. Super. Écoutez, ça merci sent les gars. Ici. Merci les gars. Du coup, à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Il faudra s'abonner, évidemment, pour découvrir la suite. Merci de nous avoir écoutés et d'ici à la prochaine fois, je vous dis salut. Salut. What's that?